Depuis les dernières années, la sexualisation de l'espace public est le phénomène très grand. Elle suscite de l'inquiétude tant par son retour aux stéréotypes sexuels et sexistes que par l'impact chez les jeunes, particulièrement les adolescents. Plusieurs études démontrent l'abandon de la sexualisation des femmes est manifestée dans le pratiquement des types de médias. Par exemple, la télévision, les vidéoclips, dans les images des chants, des danses, des paroles de chansons, les films, les magasins, les médias sportifs, les jeux vidéo, l'Internet, dans les médias sociaux et la publicité. La femme se trouvait plus souvent que les femmes présentées de manière sexuelle et considérées comme des objets. Donc, la femme au foyer, son époux et ses enfants. C'est durant les périodes après de la guerre que la femme tient à avoir des rôles plus importants dans la société. En effet, durant ces années de guerre, les femmes ont été amenées à endosser des responsabilités plus importantes. Quelques années plus tard, la femme son droit de rester à la maison pour s'occuper du bien-être de ses enfants et son époux. On retrouvait des phénomènes dans la publicité où on peut souvent observer une mère et son enfant. La femme foyer responsable des tâches domestiques. Dans les années 1950 et 1960, femme est souvent respectée comme une ménagère et simuler le modèle de la femme logiste. Les publicités de cuisine et les produits électrodomestiques sont plus souvent adressées. Elles vendent des arrivées pour les tâches de produits d'entraînement et révolutionnaires. Les recommandations images de la personne humaine sont claires. Par exemple, ne pas porter atteinte de la dignité de la personne, ne pas porter atteinte de la décence, ne pas réduire la personne humaine en fonction de l'objet, ne pas présenter ou induire des stéréotypes dominants, ne pas induire une idée de soumission et contraire de dénomination ou dépendance, c'est-à-dire l'exploitation d'une personne, ne pas présenter de violences que sont morales ou physiques. Elle est représentée comme une femme héros que pour pouvoir vendre facilement des produits aux femmes et voudront de ressembler. La femme objet. Une femme objet est une femme considérée comme une femme qui est comme un objet de désir. Et en effet, les images de femmes nues et légalement vêtues sont abondantes dans la publicité. L'idée est de provoquer pour choquer et pouvoir ensuite mieux vendre les produits. L'association entre le sexe et la violence est fréquente. L'agression et le harcèlement et la violence sont présentés comme des manifestations. Ce type de publicité fait apprendre les femmes comme une personne multiple facettes. Une femme qui s'occupe de foyer est une femme indépendante, élégante et séduisante. Actuellement, en constatant la banalisation et la normalisation de certaines images sexistes et stéréotypes ayant des effets négatifs sur le rapport égalitaire entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Et par exemple, la femme objet non sujet. L'image des femmes plus répandue dans les publicités est celle de la femme poupée, c'est-à-dire réduire l'objet. Le but de publicité étant de faire vendre
le mannequin et comédiens lycée et naissance souvent dénudées. Les femmes souvent alors de faire valoir vêtements et transférer le désir de corps aux produits qu'ils deviennent désir pour les produits pour les biens que désirent son tour. Cette stratégie marketing est classique, mais elle exploite exclusivement les corps féminins. La femme fatale, très souvent utilisée dans la publicité. La femme fatale est la base d'une femme qui séduit les hommes et les femmes avec ses atouts, ses manières et son comportement. Les publicités utilisant le plus de ces statuts de la femme sont généralement les publicités de parfum, de maquillage, et lencerie et vêtements. La femme fatale est une personne type qui utilise le pouvoir de sexualité pour payer. Ok, bonjour. On va parler un petit peu de la femme émancipée. Ça devient, bon, ça vient des années 90 à 2000 et on peut trouver que presque toute la culture de western commence à envahir tous ces types de manières de penser, d'agir des femmes. Alors, bon, serait une bonne opportunité de commencer à parler de l'éducation des femmes. Et on prend l'exemple de Malala Yousafzai, qui était un rôle modèle de pourquoi les femmes doivent commencer à étudier et à développer son pouvoir. Et elle était une victime des attaques terroristes des personnes, des musulmans qui essayaient de suivre son idéologie machiste. En tout cas, elle a commencé à ouvrir des chemins pour les autres femmes de son région. Et pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes. Mais quand on utilise la beauté comme outil, on ne sait pas sûr de quand c'est arrivé, mais on peut regarder beaucoup de cas. Par exemple, si on prend les cas de mademoiselle Emma Watson, on regarderait comme son beauté et sa popularité a devenu inutile pour être écoutée. Elle était invitée aux réunions d'égalité proposées pour les Nations Unies. Et c'est ça. Quand on peut être vraiment écouté, si on rencontrait des gens, on peut être en train d'écouter les messages, mais qu'est-ce qui se passe quand la personne qui dit le message, c'est pas comme Emma Watson? Ça fait un problème, ou est-ce qu'on écouterait une fille si elle n'est pas comme elle? Alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne célèbre, quand une femme célèbre commence à agir d'une manière un petit peu plus libertine? C'est le cas de Miley Cyrus. On peut regarder qu'elle n'est pas le paradigme d'une fille centrée et que presque
les messages qu'il avant commencé à transmettre aux petits-fils, filles, étaient trop distorsionnés après l'arrivée de son maturité. Et qu'est-ce qui se passe alors? On peut dire que plusieurs personnes ont jamais écouté de Malala, mais par les presque stupidités que fait Miley Cyrus, elle est plus populaire, plus célèbre que Malala. Et même si de les choses que Emma Watson a fait. Alors on commence à regarder une espèce de perspective obscure de l'émancipation des femmes. Quand une femme est émancipée, si on ne peut discernir quel est le vrai point, le point de combattre. La publicité crée des stéréotypes, mais en même temps peut montrer des figures d'autorité. Alors la femme, en tout cas, commence à être la thématique principale au moment de vendre quelque chose. Jamais un homme a la possibilité de être une muse pour ce type d'advertise. Quelquefois, les stéréotypes deviennent en réalité et ça ne marche pas de la manière qu'on espère. Et si ça commence à faire la règle, l'influence en général de ce type de rôle modèle montre la vraie capacité des entreprises pour créer les besoins de suivre les pas de ce type d'actrices. Mais est-ce qu'on peut être vraiment convaincu que la liberté de femme est garantie par ce type d'intermédiaires? Ces cas-là, les personnes qui sont célèbres. Alors on commence à parler de la femme comme objet sexuel. Et ça arrive parce que, en tout cas, les sexes vendent. Et la publicité est spécialement pensée pour attirer l'attention des hommes. Et quand ce type de publicité commence à toucher un aspect qui font que la masse, la majorité des hommes commencent à penser qu'ils ont les pouvoirs et que les femmes sont presque... Les femmes deviennent des outils pour eux. Et tu peux prendre ce que tu veux si tu as suffisamment d'argent pour le faire. Ce type de publicité devient une violence et commence à montrer qu'on peut le faire. Et les femmes font presque rien pour éviter. La culture s'adapte et la violence et la réalité sont la même chose. À la fin, en conclusion, on peut dire que s'il n'y a pas d'une vraiment d'éducation, d'une coéducation entre les femmes et les hommes, on ne pourrait pas jamais éradiquer ce type de comportement. Et si l'argent dit que la femme doit être esclave des hommes et personne ne fait rien, les choses vont continuer comme ça. Et on peut dire que les choses marchent bien, au moins que vous-même
soyez une femme. Et à continuation, on regardera des petites vidéos par rapport à l'utilisation de la femme, la publicité, et aussi comment la femme a gagné un petit peu d'espace. Si la femme vraiment a gagné de cet espace pour exprimer son réalité, son esprit. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt. Quand elle arrive à la maison, elle commence à parler, à bouger d'une façon très sexuelle, très sexy. Et ça me préoccupe pour qu'elles sont 8 et 10 ans, qu'elles sont dans l'opportunité de vivre leur enfance de 8 et 10 ans et pas essayer de prendre des gestes, des attitudes des adultes, des adolescents. Des fois, j'écoute mon fils parler, puis j'en reviens pas qu'à cet âge-là, qu'il soit au courant de tout ce qui a rapport, beaucoup de choses qui ont rapport à la sexualité. Le bassin d'âge des amis Facebook est assez large. Donc, ça peut avoir des amis de 10 ans, mais elle peut aussi avoir des amis de 15-16 ans. Elle a de l'information qu'elle reçoit qu'elle, normalement, sa propre curiosité l'aurait pas amenée à aller chercher cette information-là à cet âge-là. Les codes de la pornographie se retrouvent maintenant dans plusieurs sphères de notre société. On va les retrouver dans les médias, dans la publicité, les industries de la mode, de la beauté ou de la musique. Puis ça va faire en sorte de raviver des stéréotypes très, très inégalitaires entre les hommes et les femmes. C'est aussi des types de rapports souvent de pouvoir, hein, où les femmes sont un peu beaucoup même, traitées comme des objets au service des hommes pour séduire et tout ça. Le modèle sexuel dominant en ce moment, non seulement il est pornographique, mais il est pédophilique. L'autre jour, je regardais un catalogue de vêtements pour fillettes. Et si j'avais pas su que c'est un catalogue de mode, j'aurais pensé que c'était de la porno soft pour pédophiles. Les filles, les suçons dans la bouche, les jambes un peu écartées, le nounours bien collé entre les deux jambes. Bon, je veux dire, c'est vraiment une espèce de glorification là, du corps sexuel d'une enfant. On n'a qu'à regarder les concours aux États-Unis, surtout là, de la plus belle petite pitoune de 6 ans. Je veux dire, c'est complètement hallucinant. Le rapport, finalement, entre l'hypersexualisation et la sexualisation précoce, c'est un petit peu un rapport de cause à effet. Parce qu'on baigne, justement, dans un univers sexuel, hypersexuel, ben, nécessairement, on intériorise ça en grandissant enfant. Ça donne le résultat qu'on se perçoit, toute petite, comme une petite femme fatale. D'où le fait qu'effectivement, les petites filles, mais de plus en plus les petits gars aussi, veulent être sexualisés très très tôt et séducteurs ou séductrices. Quand j'ai commencé, l'enfant de 9-10 ans, la question qui le préoccupait le plus, c'était comment bien embrasser. C'est une question qui est conforme au stade de développement sexuel de l'enfant, de développement psycho-affectif et sexuel. Si à 10 ans, il se demande comment faire une bonne pipe, il y a quelque chose qui ne marche pas. L'éducation sexuelle, hélas, elle se fait beaucoup par l'univers médiatique, par Internet. C'est à toutes les fois que je demande aux jeunes dans une classe, quand je fais un atelier, quels sont ceux qui sont tombés sur un site pornographique par erreur en allant sur Internet, ils lèvent tous la main. Tous les enfants de 5e, 6e année sont tombés sur un site pornographique un jour ou l'autre, qu'ils l'aient voulu ou pas. Le gars, il a 12 ans, 13 ans, il tombe sur des... Il est fasciné, il regarde ça un peu. S'il y a personne pour lui dire, écoute, ça, c'est une affaire, la sexualité, l'émotion, l'érotisme, c'est autre chose, ben il regarde ça, et puis
Il va nourrir son imaginaire érotique avec ça. Et au bout du compte, il va aussi établir sa perception de ce que c'est une fille avec ça. Moi, je leur dis que ce qu'ils voient, c'est un film, c'est fait à sensation, c'est pour vendre, c'est pour attirer l'attention. Comme ils n'ont pas d'informations, ce qu'ils voient sur Internet s'imaginent que c'est vrai. Et il faut absolument défaire ça. Tous les jeunes que j'ai rencontrés, selon moi, ne connaissent pas c'est quoi une relation saine et égalitaire. Comment on communique, en fin de compte, ses émotions envers un autre? Comment ça se fait dans le respect? Les jeunes ne savent pas comment faire ça. Ils sont très, très, très avides. Et ça les préoccupe grandement. Et quand on leur donne des pistes d'intervention, là, ils embarquent et ils posent encore plus de questions. Puis là, s'il m'arrive ça, puis si je fais ci, puis comment je réagis? Et on voit qu'ils ont un très grand besoin. Je pense que tous les parents c'est du temps avec leurs enfants, des fois, pour en parler tranquillement, désamorcer un peu. Je pense que c'est un travail d'équipe. Il faut que les parents fassent attention à ce que les enfants font. Il faut que les parents, quand les enfants vont chez des amis, il faut que les parents des amis surveillent un peu. Il faut que l'école soit attentive. Il faut, dans les milieux sportifs aussi, il faut que tout le monde se prenne la main. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. Here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of in analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like.